vous avouer que cette manchette-là m'a un peu étonné dans le journal où on apprenait que plusieurs urgences au Québec sont encore plus achalandées que, tu sais, au pic de la période des fêtes. Alors là, tu te dis, bon, OK, c'est l'été, c'est les congés. Qu'est-ce qui fait en sorte que la pression est aussi forte sur nos salles d'urgence? Docteur Judy Morris est urgentologue, présidente sortante de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Bonjour, docteur. Bonjour. Ben, écoute, donc, qu'est-ce qui se passe dans nos urgences? Oui, mais même nous, on essaie de l'expliquer. On sait qu'à chaque été, il y a des fermetures de lits dans les établissements. Il y a des diminutions de services un peu partout. Ce qui reste ouvert, ce sont les urgences. Donc, souvent, on se retrouve par être la porte d'entrée pour la population qui voudrait peut-être avoir des services ailleurs. Puis, malheureusement, on n'a pas toutes les explications non plus parce que on avait parfois accès à des données qui nous permettaient de comprendre un peu mieux la situation via le ministère et tout ça. On a moins accès à ces données-là, donc on peut-être un peu moins de réponses. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est franchement occupé dans l'ensemble du réseau là, ces temps-ci. Parce que quand on regarde le portrait de situation, là, c'est pas rare que dans la région de Montréal, les hôpitaux, par exemple, sont à 200%. Laval, les Laurentides, la Montérégie, on est débordé. À Québec, on dépasse le 100%, notamment. Hôtel-Dieu de Lévis, 150%. Je veux dire, est-ce que ce sont tous des gens qui se retrouvent à l'urgence, qui ont d'affaires là? Ou c'est par dépit, on s'entend qu'il n'y a personne, en tout cas, moi j'en connais pas, là, des gens qui se disent « Hey, mais quelle belle journée pour aller perdre son temps à l'urgence. Moi, je vais aller me perdre 12-15 heures à l'urgence. » Est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas réussi, par exemple, à voir leur médecin de famille dans un GMF, qui n'ont pas réussi à aller au CLSC, puis après ça, ils se retrouvent dans votre cours? Qu'est-ce que vous voyez? C'est tout ça. C'est certainement les gens, là, s'ils n'ont pas besoin de venir à l'urgence, c'est certainement pas... leur premier choix si ils avaient d'autres alternatives. Fait que oui, il y a beaucoup de tout ça. Par contre, on voit que les chiffres ils montent année après année. Des chiffres où on se dit oh mon Dieu, on a pas souvent vu ça quand on approche des 200%, quand on dépasse les 200% ou qu'on voit des chiffres dans certaines régions. Fait que oui, il y a beaucoup de ça. En fait, c'est vraiment le reflet là, de que l'urgence maintenant pallie à ce qui ne fonctionne pas dans l'ensemble du réseau. Puis il faut pas non plus oublier là que le problème principal demeure la congestion hospitalière. Donc les fameux patients qui restent sur civière très longtemps en attente d'un lit d'hospitalisation, l'espèce d'embourbement du système là, les patients à l'hospitalisation qui ont plus besoin de l'hôpital mais qui ont besoin de lits de longue durée, de CHSLD, de ressources intermédiaires autres. Fait que ça, c'est le problème principal. Quand ça, c'est bloqué, ça refoule dans le reste du réseau, dans le reste de l'urgence, mais il y a aussi les enjeux première ligne, clinique spécialisée, tous les autres accès qui sont déficients. Santé mentale, même hébergement d'urgence pour les personnes souvent sans abri. Ben, l'urgence devient la porte pour tout ce beau monde. Mais docteur Maurice, comment ça se fait qu'on pompe la moitié à peu près du budget du Québec dans le domaine de la santé, puis qu'à chaque année, on vit encore à peu près les mêmes affaires? Il n'y a pas moyen d'optimiser les choses. Pourquoi on se retrouve? Puis là, Santé Québec est arrivé. Là. Santé Québec, ça devait être révolutionnaire. Est-ce que j'ai bien lu dans l'article du journal qu'il y a moins de données qui sont rendues disponibles, là? Entre autres, au niveau des lits fermés. Non, ça, c'est votre réalité. Là. Ça, on n'est pas capable d'avoir l'information sur les lits fermés? C'est plus difficile d'avoir certaines informations. Avant, il y a quelques années, là, on avait un endroit où on avait beaucoup de données, où ça permettait de nous donner beaucoup de pistes sur qu'est-ce qui se passe, ils sont où les goulots d'étranglement, sur quoi il faut agir. Puis je vous dirais qu'il y avait aussi beaucoup plus de pression, où on disait ça n'a pas de bon sens. Il y a eu les années un peu où il y a eu une cellule de crise, ça, où il y avait vraiment une volonté pour essayer de changer les choses. Parce qu'il ça en prend des solutions, ça ne peut pas continuer comme ça pour la population, pour nous, parce que nous, quand on déborde, puis quand c'est engorgé comme ça l'est actuellement, notre mission première de s'occuper des urgences vitales, ben elle est mise en danger, elle est fragilisée parce que il faut qu'on s'occupe de tout le reste en même temps.
Je vais vous raconter une autre histoire qui est dans le journal ce matin. C'est une aînée à Montréal qui a attendu à l'urgence pendant 24 heures pour un AVC dans un œil. Okay? Elle se présente à l'hôpital Royal Victoria, au CUSUM. Ça se passe le 29 juin dernier. Okay? Pourtant, elle avait consulté un ophtalmologiste, se présente à l'urgence pour voir un neurologue. Elle a même une ordonnance à présenter au triage. La dame de 71 ans, elle a poireauté pendant 24 heures. Elle dit s'être sentie comme du bétail. Ça, c'est un exemple du système de santé québécois. Vous, comme travailleuse de la santé, je suis convaincu que c'est pas le genre de service que vous voulez offrir non plus, là. Non, puis c'est fâchant pour l'ensemble des gens aux urgences de voir des situations comme ça parce qu'on le sait que les patients entendent, on sait que ça n'a pas d'allure en fait de soumettre les patients à des situations comme ça, mais encore là, on voit que le réseau n'a pas d'alternative. Pourquoi cette dame-là, elle avait vu déjà un spécialiste, elle aurait pu, je connais pas les détails là, mais dans beaucoup de situations similaires, on voit qu'il y a des patients où on sait où ils devraient aller, quels sont leurs besoins, mais il demeure que, allez à l'urgence, ils vont régler votre problème. Elle est où la plus-value de l'urgence? Il faut vraiment qu'on se pose des questions, puis collectivement, qu'on essaie de trouver des solutions alternatives pour dire il faut qu'on arrête d'utiliser l'urgence un peu comme allez à l'urgence puis ils vont s'occuper de vous. Nous, on ne peut plus suffire à cette tâche-là. Quand il devrait y avoir des alternatives, cette patiente-là, elle aurait probablement et de loin préféré pouvoir retourner dormir à la maison puis avoir un rendez-vous le lendemain matin pour la même prise en charge. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Pas mal moins d'attente. Ben, ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Parce que moi, pour l'avoir vécu avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très près de moi, là, tu sais, mettons, on va à l'urgence, puis là, tu vois l'autre dépérir. T'attends 10, 12 heures, 15 heures. En fait, c'est pas tant son état qui s'aggrave, c'est l'urgence qui fait en sorte que t'es assis, puis là, t'attends ton tour, t'es épuisé. Ça, ce fameux système-là de dire dans un cas, là, écoutez, là, vous n'allez pas perdre votre place parce que souvent, on se fait dire ça. Là. Ah, ben là, si vous retournez à la maison, vous reprenez un numéro puis vous allez reprendre de zéro. Il me semble que ça, on serait pas rendu là un peu. En fait, mais en premier lieu, pourquoi venir attendre à l'urgence? Parce que l'urgence, là, ce que ça implique, c'est le triage, c'est l'évaluation par le personnel infirmier, c'est tout le plateau technique. L'alternative est plus de dire on a des corridors de service où il y a une clinique spécialisée qui va vous voir demain matin. Pourquoi encore passer par l'urgence? Il y a beaucoup de solutions qui existent là, dans d'autres systèmes de soins de santé, même via le préhospitalier où on est capable d'évaluer les patients et de dire hey, non, c'est pas l'urgence dont vous avez besoin, c'est de votre clinique réseau dans 2 jours. Donc, c'est un peu ça. L'urgence fait office de endroit centralisé pour évaluer tout le monde. C'est difficile, puis ça disons, ça nuit un peu, ça met en danger le reste du travail que l'on fait parce qu'on n'a pas plus de ressources, puis on n'a pas plus de personnel. Il y a plusieurs réactions sur la messagerie texte quant aux visites inutiles. Il y en a qui se demandent, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un rapport? Qui visite? C'est quoi le profil? Combien de visites inutiles? Pour qu'on ait une espèce de compte-rendu plus officiel. Est-ce que ça pourrait aider? Mais on en a des données comme ça. Puis inutile, c'est ça, c'est toujours difficile à savoir, mais on en a des données de gens, de visites, de consultations pour lesquelles, puis en fait, il y a même de la recherche qui se fait au Québec là-dessus, qui dit peut-être que les patients, ils pourraient être aussi bien servis dans un autre corridor de service, dans une clinique réseau, dans une clinique spécialisée autre. Donc, on en a des données là-dessus, puis on le sait que c'est pas parce qu'on est ouvert 24/7 qu'on est la seule solution pour le réseau. Dr Judy Morris, urgentologue et présidente sortante de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Merci beaucoup, docteur. Lâchez pas. On a besoin de vous autres. Merci.